Nouvelle table ronde sur comment mieux identifier les projets compatibles avec la construction hors site, avec 3 invités. Bah oui, parce que face à la crise du logement qui touche, rappelons-le, 4 millions de Français et à l'urgence climatique, le logement social doit réinventer ses méthodes. Alors, la construction hors site, méthode de construction où une grande partie des éléments d'un bâtiment est fabriquée en usine, puis transportée et assemblée sur le chantier. Ce hors site, donc, promet de réduire les délais de réalisation et l'impact carbone, ce qui est pas mal. Mais comment identifier rapidement ces projets où cette innovation devient indispensable? Eh bien, on va en parler donc avec nos 3 intervenants avant de faire une belle signature justement pour conclure une signature d'une convention donc entre l'association filière hors site et l'USH. Bref, bonjour à vous 3. François Cochet, vous êtes directeur général adjoint de Batigère Habitat Solidaire. Bonjour. Céline Beaujolin, vous êtes déléguée générale de l'association filière hors site France, justement, la signature. Et puis Camille Picard, vous êtes directrice générale de Toit Temporaire Urbain. Monsieur Cochet, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire les urgences auxquelles font face les bailleurs actuellement et en quoi le hors-site peut répondre à leurs besoins? Bonjour tout d'abord. Plusieurs points et la table ronde d'avant parlait de la lecture locale. Les bailleurs sociaux sont à répondre aux besoins qu'on identifie sur les territoires. Globalement, une structure comme la nôtre, on a une compétence nationale et on intervient sur un sujet quand même assez atypique qui est le logement dit accompagné. C'est des structures où en fait on fait du logement foyer. Et on répond à différentes urgences. Et c'est ce qu'on a posé comme je dirais, canevas global de notre analyse. On a une urgence économique. Aujourd'hui, sur le territoire national, il y a des grands projets. Comment est-ce qu'on répond au logement sur ces grands projets? C'est une vision locale, mais également de développement du territoire. On a effectivement une vision d'urgence énergétique, d'urgence climatique, que ce soit effectivement une réponse à mieux construire pour demain. Oui. Et enfin, on a une urgence sociale, et c'est plus sur ce sujet-là, ce créneau sur lequel une ESH comme la nôtre se positionne. Comment localement, à une réponse étudiante, ou à une réponse de mal logé, à une réponse de bidonville, on peut apporter rapidement, aujourd'hui, une construction. Un bailleur social, c'est une réflexion, c'est une planification moyen à long terme. On réfléchit, on trouve un terrain, on voit la collectivité, on s'imagine construire quelque chose. Ensuite, on travaille le partenariat local et on pose un permis. Enfin, je ne vais pas rentrer dans un détail que tout le monde connaît, mais c'est 4 à 5 ans entre le jour où l'idée est là et le jour où le premier client, locataire, rentre dans le logement. À l'urgence, il faut trouver une solution. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on construit collectivement. On apporte, on réfléchit à répondre à ça. En interne, et comment est-ce qu'on l'a fait? On s'est donné des moyens sur des opérations, je dirais, un peu ponctuelles, mais on a lancé aussi un marché à bon de commande pour imaginer avoir des entreprises et des architectes sous le coude et répondre. Et donc on a lancé, il y a maintenant un peu plus d'1 an, la capacité de pouvoir développer un peu plus de 1000 logements en module, en hors-site, et donc de pouvoir les transporter. C'est la première lecture, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est simple en soi. On a imaginé aussi que le logement pouvait se déplacer pour répondre à toutes ces urgences. À un moment T, je réponds à cette première urgence, demain je le démonte pour le remettre ailleurs sur une seconde urgence. Comment pas imaginer qu'un bâtiment sur lequel je viens de greffer une capacité nouvelle, demain puisse retrouver sa fonction d'origine. C'est aussi ça, je pense, l'économie dans laquelle on doit être, de travailler sur modéliser du bâtiment, c'est aussi imaginer sa reconversion, voire sa modularité, voire sa déplaçabilité. Alors là, on touche à des sujets qui sont compliqués. On est en France, donc avec toutes nos obligations réglementaires. Et sur ces sujets-là, je pense aussi
que c'est ces petits points qui vont faire bouger un peu les lignes. Comment est-ce qu'on dit à un banquier que construire un bâtiment, en fait, on prendra un prêt qui ne sera pas basé sur une adresse, sur un élément fiscal. Ça, c'est juste aujourd'hui des choses qui sont compliquées, mais qu'on arrive effectivement à faire évoluer. Comment est-ce que nous, bailleurs sociaux qui avons des conventions APL, rattachées à une adresse fiscale, on dit que demain, le bâtiment va changer d'adresse, donc forcément, la convention devra suivre ce bâtiment qui bouge. Là aussi, vous êtes à la DHUP avec des gens qui se disent qu'il faut faire évoluer et bouger les lignes. Je vous regarde. Et alors, est-ce que concrètement, combien de vos projets actuels sont concernés par le hors-site ? Alors, je vais les séparer et en parler un peu différemment. On a 3 sujets qui ont été livrés et sur lesquels aujourd'hui nos gestionnaires sont en pleine activité. Un troisième même qui est en cours de réalisation et qui est assez particulier et sur lequel on a eu un accompagnement de l'État et de l'EPO sur cette vision un peu particulière où on a racheté le Centre national Bison Futé, donc oui. assez connu et sur lequel on vient plugger un ensemble de modules pour en faire une résidence d'un peu plus de 180 logements. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez impressionnant qui est en train vraiment de sortir de terre. Et on a toujours cette notion de hors-site, elle n'est pas simplement sur des modules, ça peut être aussi une production 2D. Et sur les 3 dernières années, c'est plus de la moitié de notre patrimoine qui est construit avec des façades 2D qui sont amenées. Enfin, on essaye de réfléchir aussi à ce bâtiment qui demain pourra avoir une autre fonction ou sur lequel on pourra travailler plus facilement une réhabilitation. Je pense que certains collègues dans le Nord ont lancé des vrais processus de réhabilitation lourde de leur patrimoine avec du 2D. Je pense que c'est réfléchir dès aujourd'hui à la conception pour demain réintervenir aussi sur nos bâtiments. L'idée à terme est d'avoir entre 20 et 25% de notre production sur des produits modulaires. Une fois encore, ils ont une fonction. Cette fonction, c'est l'urgence. Oui. On a une facilité, on est un bailleur qui produit des petits logements pour des solutions temporaires aussi. Oui, et donc, en ça, on apporte cette double réponse. Du côté des maîtres d'ouvrage, Céline Beaujolin, est-ce que votre association, elle développe des outils pour supprimer les freins au développement du hors-site, justement ? Comment vous évaluez rapidement la compatibilité hors-site d'un projet ? Comment ça fonctionne, en fait ? Alors l'association, elle produit des outils, vous avez raison, mais c'est surtout un collectif d'aujourd'hui 130 acteurs, bailleurs sociaux, promoteurs, aménageurs, architectes, qui partagent un point de vue commun sur le fait qu'il faut faire évoluer les pratiques constructives si on veut retrouver de la capacité à construire et à bien construire, en intégrant les enjeux environnementaux, etc. D'une certaine manière, le hors-site, c'est un moyen, et ça restera toujours un moyen au service d'une ambition et d'un besoin, qui est de produire et de produire dans des bonnes conditions, rapidement et à des prix qui se tiennent, en fait, juste qu'on repositionne les choses. Donc le hors-site, vous l'avez dit, c'est de l'industrialisation. François Cochet vient de le dire, c'est pas que du modulaire, c'est aussi du 2D, c'est aussi du 1D. C'est du bio qu'on peut amener, c'est plein de choses qu'on peut travailler. En fait, j'aime bien un architecte qui dit avant, je traçais un mur, je faisais 2 traits sur mon plan. Maintenant, je m'interroge sur ce que je mets dans le mur. Et ce que je vais mettre dans le mur va conditionner toute ma construction. Et je fais le lien avec j'ai besoin de réversibilité, j'ai besoin d'adaptabilité, j'ai besoin de tout ça, j'ai besoin de décarbonation, etc. En fait, leur site, c'est une fabuleuse boîte à outils de réponse à des problématiques qu'on a aujourd'hui, qui ne sont pas que des problématiques du neuf, et ça c'est important, ça a été dit. Vous pouvez surélever, vous pouvez densifier, vous pouvez transformer des bureaux en logements grâce au hors-site. Enfin, c'est aussi un problème de refaire la ville sur la ville. Donc, ça a l'air super ce que je vous raconte, et ça l'est effectivement. La vérité... C'est pas facile. Voilà, la vérité c'est que c'est quand même des vraies évolutions de pratiques. M. Cochet vient de nous le dire aussi. Ouais. Alors, parler d'un certain nombre d'éléments, c'est aussi... je vais prendre l'exemple de la rénovation énergétique. Ce que ça dit, c'est qu'il faut identifier quels bâtiments sont hors-citables en rénovation énergétique hors-site ou pas. Donc ça veut dire un travail de cartographie que les bailleurs n'ont pas forcément l'habitude de faire. Donc il y a un travail préalable. Et puis après, il faut monter une sorte de stratégie achat qui est complètement différente, qui est de dire j'ai 3 bâtiments qui se ressemblent, c'est exactement la même approche, je vais les prendre ensemble et je vais y aller. Voilà. Et donc ça demande des conditions d'achat qui ne sont pas les mêmes. Ça demande le rôle de l'architecte qui n'est pas le même, parce que ça veut dire qu'il travaille avec un industriel, ce qui n'est pas évident.
Et la loi MOP, qui a plein de qualités, elle est plutôt chacun dans sa ligne d'eau. Donc comment on retrouve de l'intelligence collective? Et c'est ça le rôle du maître d'ouvrage aussi, de permettre cette intelligence collective autour d'un projet. Voilà, le projet de Bison Futé, il est un peu hallucinant. Il a quand même, je pense, nécessité pas mal d'échanges, et il va en nécessiter encore sur la manière de parvenir à faire du modulaire sur cette boîte. J'ai un fils qui vient d'avoir 18 ans. Bon, ça, tout le monde s'en fout, mais quand même, ça veut dire étudiant, ça veut dire le loger. Et vous avez justement récemment travaillé sur un programme d'accélération de la construction de logements étudiants. Parce qu'en fait, c'est trop cher partout pour eux, c'est pas facile de les loger. Une des promesses du hors-site, c'est la rapidité. C'est ça. En fait, ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait un besoin évident. Donc, on a proposé, l'association a proposé au ministère du Logement, au ministère de l'Enseignement supérieur, de regrouper les acteurs. Parce que c'est ça la clé. Vous mettez autour de la table tout le monde qui va bien et vous dites comment on fait pour accélérer la production de logements étudiants sans rien lâcher de la qualité architecturale, voilà, de la qualité d'usage, etc. Il s'agit bien de ça. Bon, et on a trouvé 4 leviers. Le premier, c'est effectivement la construction hors site. Vous gagnez du temps de chantier. Parce que comme vous amenez des choses qui sont... l'image, elle est simple. Donc, vous gagnez quelques mois, voire une année, ce qui est déjà pas mal. Mais surtout, si vous raisonnez en vous disant, mais en fait, une résidence étudiante à tel endroit ou à tel endroit, programme pas loin d'être le même, je peux considérer qu'il y a une partie du bâtiment sur lequel les études que j'ai faites pour le bâtiment A vont valoir pour le bâtiment B. Et là, je gagne du temps. Je gagne de l'argent aussi, mais je gagne du temps. Bon, et si vous extrapolez en vous disant, voilà, je fais 10 résidences étudiantes par an, et en fait, je vais me définir un programme, je vais me définir un cahier des charges qui sera à 60% le même, à 40% adapté pour contextualiser, et ça, c'est hyper important de jamais faire la même image, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible. Vous gagnez plein de temps. Puis, j'en rajoute une couche, si vous êtes dans une réflexion stratégique à plusieurs années, que vous lancez des appels d'offres multi-sites, multi-opérateurs, j'ai le droit de rêver, pourquoi pas, ça sera un jour, et bien là, vous gagnez encore une fois plein de temps. Donc à la fin, si vous voulez, on en sort une boîte à outils, mais aussi des leviers qui nous font dire qu'on peut passer de 7 ans à 3 ans pour produire du logement étudiant. Merci, je vais en parler à mon fils. Camille Picard, donc Toit temporaire urbain, vous proposez une solution innovante pour utiliser les fonciers vacants avec des constructions donc déplaçables. Est-ce que c'est la réponse miracle aux urgences dont on parle ? Alors, le travail qu'on a fait effectivement sur cette solution constructive, elle répond à un certain nombre des enjeux que François a soulevés. Par rapport à la question de la qualité, à la réponse aux réglementations environnementales. Et donc, nous, on est parti de l'idée qu'il fallait faire évoluer un système constructif pour le rendre compatible, non seulement avec la RE 2020, mais anticiper la RE 2028 et emmener la construction hors site, et c'est ce système constructif qui nous l'a permis, vers des objectifs de qualité et de déplaçabilité. Puisque la question de la déplaçabilité qu'abordait François, c'est un enjeu très intéressant pour utiliser des fonciers vacants, qui est aujourd'hui une ressource. Et par rapport au sujet de pénurie de logements étudiants, on peut se dire que bien sûr, il faut construire du logement étudiant pérenne, mais que par rapport à certaines urgences, parfois, la construction temporaire, elle permet d'aller plus vite d'un point de vue construction, on construit hors site, comme l'a expliqué Céline, mais également d'un point de vue réglementaire. Pourquoi ? Parce qu'on travaille dans le cadre de permis de construire précaires, qui permettent notamment d'éviter une étude d'impact. Si jamais on est dans une ZAC, on peut déposer le permis de précaire. Il est instruit dans un délai normal avec l'ensemble des parties prenantes impliquées, ABF et autres, mais on peut aller un peu plus vite. Donc ça, c'est un enjeu qui nous semble extrêmement fort. Donc cette construction hors site, elle nous permet à la fois de donner une utilité à des ressources foncières qui existent aujourd'hui puisque le temps de la construction est très long. Et donc, pourquoi ne pas donner un usage temporaire à ces fonciers vacants ? Et pour ça, effectivement, l'idée, c'est que ce système constructif hors site, il permet d'aller vite, mais aussi d'atteindre les objectifs de qualité et donc de ne pas déroger aux ambitions environnementales. Et donc, pour répondre à la question sur quel type d'urgence on peut adresser ce genre de construction, il y a bien sûr l'hébergement des publics précaires. Et donc ça, c'est la première opération que Toit temporaire urbain va livrer cette année. C'est un centre d'hébergement pour 30 femmes avec enfants sur un foncier vacant de l'ANRU. En fait, une tour a été démolie dans le cadre d'un ANRU 1 à Stein, au Clos Saint-Lazare. Le terrain est disponible pendant 10 ans avant que le nouveau programme de renouvellement urbain ne lance la construction d'une cité artisanale. Pendant 10 ans, le terrain
n'a pas d'utilité, n'a pas de fonction. L'idée du département de la Seine-Saint-Denis, c'est qu'on utilise ce terrain pour réaliser un centre d'hébergement pour accueillir des femmes qui sont aujourd'hui logées à l'hôtel sans accompagnement social. Et ensuite, ce bâtiment, on ira le déplacer ailleurs en Seine-Saint-Denis et on trouvera cette ressource précisément parce que nos conditions d'occupation du terrain sont moins fortes qu'une construction pérenne. Et juste pour rajouter, par rapport aux besoins des bailleurs, il y a des bailleurs qui sont engagés dans la construction hors site comme Batigère avec son accord, son contrat cadre, et il y en a d'autres et aussi des associations qui n'ont pas forcément les moyens et les moyens en maîtrise d'ouvrage. Et donc l'objectif de Toit temporaire urbain, c'est d'apporter une offre locative à ces bailleurs et à ces associations. Et donc on est à la fois promoteur et foncière de ces constructions déplaçables. Donc 6 mois de la commande à la livraison, c'est du marketing ou c'est la réalité? En fait, le plus long, c'est l'acceptabilité politique. C'est tout le temps avant. En fait, le temps de la construction hors site, c'est un temps qui est très comprimé, mais qui n'empêche pas qu'avant, il faut faire le travail local avec les élus, avec les associations. À Stein, on a fait 3 réunions avec les associations de riverains pour co-construire le projet avec les habitants du Clos Saint-Lazare. Et donc, c'est tout le temps amont qui est long. Et le temps du montage du projet, François l'évoquait, la question du financement notamment. Donc quand on dit 6 mois, c'est 6 mois du bon de commande à la livraison d'un bâtiment, d'un certain nombre de modules. Pour dire que on veut toujours comprimer le temps des études et le temps de la prod, mais en fait, ce n'est pas celui-là qui nous met le plus généralement dans la difficulté des calendriers. François Cochet, je vous ai vu prendre plein de notes, donc je vais vous donner la parole. Je crois que je n'ai même pas besoin de poser de questions. C'est vrai. Non, et surtout ce qui a été dit, je pense qu'on a les outils, on a l'intelligence qui est posée, on a une profession globale autour du hors-site qui a son association et qui porte à la fois en conseil, à la fois aussi sur quand l'État a un besoin, et sur le logement étudiant, ça a été le cas, a été immédiatement, et on a pu répondre et de façon qualitative aux préoccupations. Je pense que le vrai sujet, et je vais revenir à l'échelon local, c'est comment on interpelle positivement les élus à dire que la construction est de qualité et de qualité. Et je pense que c'est ça le point aujourd'hui complexe sur lequel il faut avancer. Elle est avec l'élu, elle est avec le voisin, et elle est avec l'environnement. Et on a trop souvent considéré que l'urbanisme, c'était du long terme. Et de dire qu'on est là peut-être de façon temporaire, ça interroge. Donc le temporaire, ce n'est pas de la non-qualité. Et je pense que c'est ça sur lequel il faut se battre le plus dans la phase, entre guillemets, conception ou relation politique. C'est le point, à mon sens, sur lequel on doit encore pouvoir gagner du temps. Je crois que vous êtes assez d'accord, Céline Beaujolin. Oui, je voulais rajouter un point qui est la question de la nuisance, parce que qui dit temps de chantier réduit dit quand même... oui. Et ça, oui. Quand tu étais sur les questions des élus, c'est un élément essentiel. Et on l'a vu dans le groupe de travail sur la rénovation énergétique. Moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles le hors-site, c'est un élément d'accélération de la décarbonation de l'existence, c'est que faire un chantier hors-site de rénovation, c'est beaucoup moins compliqué en termes humains, en termes de gestion, de mousse, de maîtrise d'ouvrage qui doit expliquer aux habitants, qui doit expliquer que ça va durer des mois, etc. Ce n'est pas le cas. Vous venez avec une nacelle, vous pluguez votre façade 2D, vous êtes hors d'eau, hors d'air en permanence, ça se fait très vite, etc. Donc le hors-site, c'est par rapport aux élus, ces éléments de décarbonation, ces éléments de délai, de qualité et de nuisance. Un dernier mot, peut-être, Camille Picard. Peut-être juste sur la notion effectivement de projet urbain. Je pense qu'on gagnera quand on fera ces opérations déplaçables dans des vrais contextes urbains et pas, on va dire, loin des villes, loin des centres et loin des dessertes de transport. Et c'est vraiment l'exercice qu'on a fait à Stein. À Stein, on a surimprimé le plan de l'existant, le plan du projet temporaire et le plan d'aménagement du NPNRU futur pour que tout ça soit compatible. Et parce qu'aujourd'hui, le temps de la ville est long, mais il faut qu'on le mette à profit pour qu'il se passe des choses pour les habitants. C'est ça notre conviction. Merci beaucoup à tous les trois. Je voulais juste vous montrer ce cahier repère qui est donc le 153 qui accompagne tout ça, le développement du hors-site. C'est l'USH qui vient évidemment de sortir ce cahier. Vous pouvez le retrouver sur le stand des publications de l'Union.
Si je peux me permettre, pardon, il y en a un deuxième qui est public aussi, qui est le guide de la commande publique en hors-site, parce que c'est une question pour les bailleurs sociaux. Voilà, ils peuvent le trouver sur notre site internet. Ah bah, merci beaucoup de faire cet ajout. Et puis, juste moi, le dernier mot, parce que je l'avais dit que j'avais beaucoup parlé, la filière existe, elle est professionnelle. Les archis savent, font, les entreprises savent, font, les maîtres d'ouvrage savent, font, et les financeurs aujourd'hui vont aller aussi vers ça. Donc on n'est pas sur de l'expérimentation, on est maintenant sur de la production. C'était juste le mot sur lequel je voulais terminer. Mais vous l'avez dit quand même, qualité, qualité et qualité. Donc on avait bien compris, ça c'est sûr. Alors pour conclure cette dynamique clairement autour du hors-site, eh bien on va donc passer à une signature de convention entre l'association filière hors-site et l'USH pour promouvoir ces solutions innovantes. Et pour ça, on accueille Emmanuelle Coste, présidente de l'USH, et Stéphane Defay, président de l'association Hors-Site France. Ils sont tous les deux là. Bonjour à vous. Je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc on va aller directement à la signature. Je suis désolée. Un petit mot, c'est ça. Vous avez un micro, parfait. Bonjour à toutes et à tous. On va dire juste un mot parce que cette convention nous tient vraiment à cœur pour l'Union sociale pour l'habitat et puis aussi, je pense, tous les deux personnellement parce qu'on est tous les deux engagés personnellement sur la construction hors site. Je ne vais pas revenir sur ce que viennent de dire les intervenants et je les remercie pour la qualité de leur intervention. Mais l'objectif, c'est bien ce qu'a dit François Cochet, c'est qu'en fait, on n'est plus des pionniers, on n'est plus dans l'expérimentation. Aujourd'hui, c'est une manière de fabriquer, produire et rénover du logement. Et l'idée, c'est que cette capacité à faire du hors-site, que ce soit de la 2D, de la 3D et tous les dispositifs possibles, c'est vraiment nous permettre d'accélérer les chantiers, de baisser les nuisances et surtout de construire mieux. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'une qualité, une construction hors-site bien conçue, bien amenée avec les entreprises compétentes, elle est souvent de bien meilleure qualité que d'autres programmes. Donc la convention, l'objectif, c'est évidemment de développer ça. On a été ravis de voir l'association filière hors site se créer. Ça a été un moment très important. Et nous, on veut accompagner en fait cette montée en compétences et ces partenariats, évidemment. Merci. Merci beaucoup Emmanuel. Effectivement, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit très bien sur leur site. D'abord, cette signature de convention, quelque part, elle est évidente. Vous venez de l'illustrer avec ce cahier repère, c'est-à-dire que l'USH est déjà très active sur ces questions-là, et il s'agit de démultiplier. Je voudrais juste rajouter un point qui me paraît très important. Aujourd'hui, effectivement, leur site, c'est facile, parce que ceux qui s'y sont attaqués en s'y prenant bien le font. Par contre, ça demande de changer des états d'esprit, des manières d'aborder le projet dès l'origine. Et c'est le sujet, à mon avis, qui est le plus important, c'est de sensibiliser, de former, de transmettre les bonnes manières de faire pour ne pas se tromper. Dernier point, leur site longtemps a eu une mauvaise réputation. Enfin, parce que c'est associé à certaines images de la reconstruction, de l'après-guerre, d'ailleurs de choses qui étaient quand même de bonne qualité, hein, faut pas... Et aujourd'hui avec l'association, et d'ailleurs c'est pas totalement anodin si le Conseil national de l'ordre des architectes a été est membre de l'association, ce qui le fait rarement, c'est qu'aujourd'hui leur site, comme le disait Céline tout à l'heure, c'est pas de la standardisation, c'est de la qualité, comme disait François, y compris de la qualité architecturale, et c'est un travail qu'on peut mener main dans la main avec les bailleurs, avec les architectes, avec tous les acteurs de la chaîne de valeur. Et je sais que c'est quelque chose aussi qui tient à cœur autant qu'à moi, en maîtrise d'ouvrage direct, à chaque fois que c'est possible. Merci, Monsieur Defay. Eh bien, nous allons signer. Et je voudrais me féliciter de faire cette signature en présence d'Olivier Saleron, le président de la Fédération française du bâtiment, parce que s'il est là, ça veut dire, j'imagine, qu'il soutient cette démarche, et je m'en félicite. Bougez pas, parce qu'ils font des photos. Merci beaucoup et donc bravo pour cette convention. Merci à vous trois.